Merci, le bonheur est partagé. Le bonheur est partagé également avec tous les compatriotes qui vont nous suivre, que ce soit en direct ou en différé. Merci également pour votre première question, à savoir que comment est-ce que, personnellement, je vois la crise, ce que vous appelez la crise anglophone. Je voudrais dire que nous, à l'UPC, moi particulièrement, et les fondamentalistes que je suis supposé représenter, nous pensons que le mot crise est petit. Il s'agit de la guerre de sécession revendiquée par l'ex-Sud Cameroun occidental. Parce qu'il faut savoir que le Cameroun occidental, qui fut le Cameroun britannique, la partie récupérée par la Grande-Bretagne après la fin de la Première Guerre, c'est-à-dire là on est en 1916 dans la réalité, mais en 1919 au traité de Versailles, qui boucla la guerre. Le Cameroun fut arbitrairement divisé en deux parties par les deux victorieux de la guerre, de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre et la France. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, au lieu qu'on fasse payer cette facture, avec la complicité des Nations Unies, pour faire payer la facture de cette guerre à son provocateur qui est l'Allemagne, on décida que c'est le Cameroun qui devra payer la facture. L'Angleterre et la France se mirent à exploiter ostentatoirement, arbitrairement et sauvagement le Cameroun, qui divisèrent arbitrairement en deux pays. Puisqu'entre les deux pays, il y avait une douane. Nos parents savent ça, qu'il y avait une douane à la traversée du Mungo, des deux côtés, que ce soit à Tombel ou ici juste avant Tico, après Bonendale. C'est ça qui est important. Et c'est ce problème-là que nous poursuivons aujourd'hui. C'est pourquoi je fais ce rappel. Le Cameroun passa donc du pacte colonial au mandat et du mandat à la tutelle. La tutelle, il fallait choisir entre l'autonomie interne, la pseudo-indépendance et l'indépendance véritable. Nous avions raté l'indépendance véritable et on s'est contenté de la fausse indépendance verrouillée par ce qu'il a appelé les accords de coopération. Aujourd'hui, depuis 3 ans, nos compatriotes anglophones ont engagé la guerre. En réalité, c'était ça l'élément initial. C'est une cause lointaine. La cause immédiate a été la malgouvernance. Il faut le dire, c'est la malgouvernance du régime en place, du pouvoir en place, qui a déclenché finalement cette guerre. Vous me posez la question de savoir comment est-ce que je vois cette... Vous savez, on nous a appris que lorsqu'on atteint un certain niveau d'audience dans l'opinion publique, nous n'avons plus le droit de dire les bêtises. Et je dois dire à propos que, en matière de pronostic de guerre, la plupart des stratèges ont raté. Ceux qui ont provoqué cette guerre, les va-t-en-guerre, que j'appelle les gens du RDPG, le Rassemblement démocratique des peuples guerriers, eux qui ont poussé cette guerre, provoqué cette guerre, ils ont tous dit que c'est une affaire de quelques mois, ce sera fini avant Pâques. Quand ils ont engagé ça en fin 2016, début 2017, parce qu'on sait exactement quand la guerre a commencé. On connaît le jour, c'est le 8 décembre 2016. C'est la première fois, ces gens du RDPG, ils veulent organiser une marche forcée sur Bamenda, qui rate, et c'est ce jour-là qu'on voit. Vous vous souvenez de l'image de la grosse fronde. C'est ce jour-là que vraiment l'insurrection armée a commencé. Et donc, c'est difficile de faire le pronostic d'une guerre. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les pronostics d'Hitler ont prévu qu'elle commença, l'agression allemande de la Deuxième Guerre, c'est, je crois, le 1er septembre. Les pronostiqueurs de Hitler lui avaient dit qu'elle serait finie avant Noël, en 1939. Elle a duré 5 ans. Donc les pronostics d'une guerre sont très difficiles à établir. Et je ne veux pas m'engager là-dedans. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'elle va bientôt finir. Il y a des gens, ce que l'on peut dire, c'est l'incertitude totale. On peut seulement dire qu'il y a grosso modo
2 schémas de guerre, de fin de guerre. Le premier schéma, c'est la victoire d'un camp. Et le deuxième schéma, c'est la négociation. C'est les 2 schémas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le premier schéma de la victoire d'un camp n'a pas fait ses preuves en 3 ans. Et nous avons appelé à sur la négociation de dialogue. Que les belligérants arrêtent et qu'on négocie, en particulier ceux qui ont le pouvoir, qui fassent des grands gestes, qui permettent à ce qu'on puisse convaincre l'autre partie de faire le cessez-le-feu et qu'on entre en négociation. S'ils cèdent et qu'ils acceptent le cessez-le-feu, on entre en négociation avec eux. S'ils le refusent, mais tout le monde aura vu leur mauvaise foi. Et même la communauté internationale va se retourner contre eux, ils n'auront plus d'arguments. C'est un problème tant que le pouvoir ne comprend pas ça. On n'a pas de garantie que si le pouvoir ouvre la négociation, les sociétés armées accepteront. Mais s'ils n'acceptent pas, tout le monde aura vu. Et ils auront d'ailleurs la preuve sur la question de la rentrée scolaire, on le voit. Tout le monde a apprécié que l'État, ou bien la majorité de l'opinion a apprécié le fait que l'État soit soucieux du fait de rentrer à l'école. Et on a vu les vidéos qui circulent depuis hier, où les sécessionnistes armés semble que c'est eux. Ils sont en train de faire l'inverse, exactement ce qui les a poussés à faire la guerre. C'est-à-dire aller enlever les écoliers et les tremper dans une rigole. Les demander de ramper à distance sur une rigole et les rouler dans la boue. Ça choque tout le monde. Ils sont en train de perdre le peu de crédibilité qu'ils avaient encore lorsqu'ils font ça. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Alors que nous leur avons dit, il ne s'agit pas seulement de laisser les enfants aller à l'école. Il s'agit de mettre vos enfants à l'école. Parce que nous, on vous dit, je le répète ici devant vous, nous, à l'UPC, on faisait les deux, on faisait la guerre et on faisait l'école. Que c'est important pour l'avenir des enfants, mais c'est surtout important pour l'avenir d'une revendication. Qui va revendiquer, qui va dénoncer la malgouvernance demain si vous n'avez pas des hommes éduqués? Il faut éduquer les enfants. Et vous pouvez, dans le pire des cas, je leur donne un schéma, mais vous pouvez tout à fait avoir un type de 20 ans qui prépare son GCE Advanced Level. Pendant les périodes scolaires, il sort, il vient faire l'école. Pendant les vacances, il va mettre une caboule, il prend l'arme, il va en brousse. Quand la rentrée arrive, il se ressort, s'il survit. Il ressort, il enlève la caboule, puisqu'avec la caboule, on ne saura pas le reconnaître. Il sort de là-bas, il vient faire la guerre pendant les congés. Quand les congés finissent, il rentre à l'école. Quand l'école commence, il revient au village. Puisque c'est vos enfants, il n'y a que vous pour bien les connaître. Même avec la caboule. Les militaires ne peuvent pas le reconnaître. Je leur dis alors les secrets. La plupart des cadres de l'UPC, là, aujourd'hui, nous, on a fait ça. On faisait les deux. Et aujourd'hui, on peut continuer le combat de l'UPC. Parce que nous avons été éduqués. Vous ne pouvez pas empêcher vos enfants d'aller à l'école. Et surtout, ceux qui forcent pour aller à l'école, vous les prenez, vous trempez dans la boue. Vous êtes là en train d'enterrer votre revendication et de perdre la sympathie de l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Nous, on allait plus loin que ça. Exprimer un vœu. On a élaboré tout un projet sur 15 pages qui a 5 conditions préparatoires. 1. Libérer les leaders séparatistes et les libérer de la contestation civile, c'est-à-dire Camp et les autres. Les libérer, les soigner et les surveiller. Deuxièmement, discuter avec les outils qui vont imposer. Quel outil Ayoub aura pour faire sortir, pour demander aux séparatistes pour les armées? C'est le projet de discussion. Qui discute? Qu'est-ce qu'on discute? Si vous n'avez pas ça, un homme ne prend pas les armes pour aller en brousse
petitement. Quand il le prend, c'est une grosse décision. Quand vous lui demandez maintenant de déposer les armes, il faut lui proposer qu'est-ce que vous lui proposez. Il faut ce projet-là. Et nous, on peut proposer ce projet-là. La révision de la Constitution, la révision de la loi électorale, la révision du statut et du fonctionnement du code de procédure de l'ECAM pour qu'il soit juste, la révision de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse être objective. Le projet d'État unitaire décentralisé pour que ces guerriers sortis de pouvoir, ils savent qu'ils vont entrer dans un parti politique, ils seront conseillers régionaux, ils seront maires, ils seront députés. C'est ce projet-là qu'on doit d'abord le donner à Ayoub pour qu'il puisse convaincre les gens que, ok, on n'aura peut-être pas l'État d'Ambazonie, mais voici ce qu'on aura, c'est équivalent à l'État d'Ambazonie. Troisièmement, il faut faire un projet de réparation des dégâts des femmes qu'on a violées pendant la guerre, des orphelins dont on a tué les parents. Il faut réparer les plaies aiguës. Il faut les soigner. Et quatrièmement, il faut préparer même le dialogue lui-même. Il va se passer comment? Quel est l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'il y a dans le dialogue? On discute de quoi? Comment on fait pour réinstaurer? Il faut toutes ces conditions que nous on n'appelle pas les préalables, mais on appelle les préparatifs. Le dialogue doit être bien préparé. S'il n'est pas bien préparé, il va rater, comme la tripartite. La période transitoire. Ce pouvoir qui n'a pas pu appliquer ce qu'on avait arrêté à la tripartite. Pourra-t-il appliquer? Non, on ne peut pas le faire confiance, même s'il peut. Il faut un gouvernement d'union nationale transitoire, mais qui est objectif, neutre et scientifique. Et les conditions de cela, c'est que ces gens-là qui gouvernent pendant la période transitoire s'engagent à ne pas être candidats aux élections qui vont suivre, ni à être dans l'exécutif de ce qui va suivre. Pour cela, ça doit être des gens installés en ville qui sont neutres, libres. Les experts comptables, les pharmaciens, des gens comme ça, parce qu'on sait ce qu'ils vont aller faire quand la réunion va finir. Ils doivent avoir un travail sûr, un cabinet qui tourne, une entreprise qui tourne. Ils vont vivre de ça. OK? Donc, il faut... Voilà, l'UPC propose juste comment on va préparer les conditions préparatoires, comment on préparera le dialogue et comment on va le faire. On ne s'arrête pas seulement à le souhaiter et on en appelle aux autres partis politiques de faire la même chose que nous. Ou alors, comme c'est difficile, et comme, si vous voulez, pour une équation difficile comme ça, il y a une seule solution, d'apporter leurs amendements sur notre projet, de manière à que ce projet, d'abord, toute l'opposition se l'approprie. Il devient le projet de l'opposition. Et que même le RDPC vrai, je vous ai dit là qu'il y a beaucoup de RDP là dehors, Rassemblement démocratique des peuples. Il y a celui des sataniques, RDPS. Il y a celui, le V, celui des voleurs. Et il y a celui et il y a le RDPC, les bonnes foi du RDPC. On peut aussi, il faut que l'opposition en particulier accepte qu'on fasse la même chose, de manière à ce qu'on considère ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que le colon nous avait, il y a 50 ans, divisé arbitrairement, il nous avait manipulé. Il avait fait comme ce voisin qui laisse ses propres affaires, vient dans une autre famille qui a 10 enfants, réussit à diviser les enfants et se mettre à se battre. Il faut qu'on prenne conscience qu'au fond, on voulait la même chose, être un peuple libre et digne. Mais le colon a réussi à nous montrer qu'il y a des ennemis, à faire de certains les ennemis des autres. On s'est battu, il faut qu'on se pardonne et qu'on bâtisse l'avenir ensemble. Voilà ce que moi je peux vous dire comme fondamentaliste de l'UPC par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va plus loin que ça. On propose un projet, on propose d'apaiser les esprits, on propose d'éduquer tout le monde sur ce qui s'est passé, comment notre pays a été créé, que tout le monde comprenne le conflit qui est né entre les différents partis, les conséquences de cela et où on peut aller. C'est de cette manière-là qu'on peut bâtir l'avenir. Alors, c'est une façon, c'est de la mauvaise foi et de la manipulation. C'est-à-dire que quand on a à court des idées objectives, on s'appuie sur l'ethnie. Quand on a à court d'idées, ou bien quand on a les idées, mais on est conscient
de que ces idées étaient toutes fausses. Aujourd'hui, comment peut-on faire le tribalisme dans un pays où personne d'entre nous ne peut jurer de ne pas avoir des sœurs mariées ailleurs, des cousines mariées ailleurs, des enfants qu'il a fait ailleurs, pour ceux qui sont âgés comme moi, hein, ou bien pour ceux qui sont jeunes, de n'avoir pas eu des rapports avec une fille, ou pour les filles avec un garçon d'ailleurs. Le tribalisme n'est plus possible au Cameroun. C'est-à-dire en termes de haïr les autres ethnies, ce n'est plus possible. On va plutôt travailler en réalité en fonction des corporations, c'est-à-dire les médecins se retrouvent entre eux, les pharmaciens, les ingénieurs. Voilà l'avenir. L'avenir n'est pas dans l'ethnie. Ce qui ne pose pas un problème culturel, les cultures vont s'enrichir. Je vais vous dire, chez moi, la dernière fois qu'il y avait un anniversaire, moi je suis un bassa. Quand j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient manger, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils voulaient manger le héros et le watafou. Parce qu'ils sont anglophones. Dans leur école là-bas, je ne sais pas comment ils ont fait pour aimer ça. Ok? Heureusement, en même temps, mon meilleur ami était un anglophone, il était chez moi avec son épouse. Lui, il est du sud de sa femme du nord-ouest. Et bien, je lui ai dit que, écoute, voilà, tes filles veulent le watafoufou. Elle s'est mise à préparer le watafoufou et le héros. On ne peut plus faire le tribalisme. Il n'est qu'un outil. Mais ceux qui l'utilisent le copient quelque part. C'est l'outil principal que le colon utilise. Vous savez, vers 1950, quand au Cameroun, dans les deux Cameroun, il y a deux partis nationalistes. Chez les anglophones, le CUN, le Cameroun Union National Congress, dirigé par Tande Mouna, John Gouffroncha et Ndele Ifonglong, c'était les quatre. De ce côté, il y a l'UPC, où on avait le secrétaire général, et il balbutie tout le temps les champs de président. Le premier président, Njometi Mathias, de Tchang. En 1952, Njometi Mathias démissionne de l'UPC. Vous savez pourquoi? Entre-temps, il a fait 4 fois la prison. Ces prisons finissent quand il quitte l'UPC. En fait, on le torpillait pour qu'il abandonne l'UPC. C'est à ce moment-là que Oumyobé propose au Congrès des ECA, le 18 septembre 1952, il propose au Congrès des ECA Moumié, qui a à peine terminé ses études de médecine à Dakar. Ce congrès fut important, je vous dis. Parce qu'avant de tenir ce congrès le 28 décembre, il a tenu un autre congrès avec le Kunatiko. C'était le 22 août, un mois avant. C'est à ce congrès que les quatre, et il faut qu'Ayouk le sache, les séparatistes le sachent, que les quatre, les trois autres, les trois premiers, les quatre, ils étaient 5, les quatre anglophones, propose à que là où tu parles à l'ONU, il faut que tu parles à l'ONU en décembre, parce qu'il a l'ONU le 17 décembre de cette année. Quand tu vas là-bas, revendique d'abord la réunification. Donc l'idée de réunification est plus solide dans la tête des pères fondateurs anglophones que dans la tête des francophones. Il faut que nos compatriotes sachent ça. Ils ne savent pas. Et quoi que c'est l'UPC qui a inventé cette affaire. Le projet que Oumamène qui défend à l'ONU, il est sur 26 pages. Cherchez le discours de Oumyobé, c'est dans Jeune Afrique. Le discours de Oumyobé à la 4e commission de l'ONU le 17 décembre 1952. Moi, je l'ai déjà imprimé, cherchez-le. Je vais vous le donner dans mon WhatsApp. Cette procédure est montée. C'est d'abord le Kunatiko le 22 août, puis l'UPC le 28 septembre de la même année. C'est ce discours-là où on va descendre et défendre. Il faut savoir que pendant ce temps, que le groupe nationaliste, l'UPC et le CUN défendent l'indépendance totale, ce que les colons font, en particulier le docteur Oujoula, c'est qu'ils créent ESOCAM, Évolution sociale du Cameroun, pour dire à ESOCAM que l'indépendance n'est pas bien, vous n'êtes pas prêts. On ne doit pas vous donner ça, vous ne pouvez pas vous gouverner. Voilà ce qu'ils martaient dans la tête. C'est ça qu'ils mettent dans la tête de ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Et il y a 2 têtes de fil à Ijo Mbida. Ils font de lavage de cerveau, de la manipulation, parce que la position de ceux qui veulent l'indépendance est claire. Nous voulons l'indépendance, nous devons nous y préparer 2 arguments. Il y a un argument juridique. À la fin de la guerre, les accords de tutelle, la charte de l'Atlantique, émettent un principe fondamental, celui de que
On n'accepte plus que les pays dominent les autres, colonisent les autres. Premier principe. Deuxième principe. Pour des pays colonisés qui ne sont pas prêts à l'indépendance, le colonisateur doit les préparer pour qu'ils accèdent à l'indépendance. Et les autres nationalistes fixent 10 ans. Pour nous, l'indépendance, c'est en 62. Ce n'est pas en 60. Et Zokam dit que nous sommes des êtres inférieurs, nous ne pouvons pas nous gouverner. Il faut accepter ça par certains citoyens. Sur la base de 2 raisons. Le chantage, la corruption. Voilà leur méthode. En faisant du fait d'être à la fonction publique un privilège alors que c'est un droit. Comment nous, les nationaux, et c'est l'une des fautes que nous avons commises, c'est de ne pas comprendre que le colonisateur est assez puissant, il est capable de manipuler ton frère et de le mettre contre toi. Nous avons manqué la hauteur pour comprendre ça. Nous avons accepté de les considérer comme ennemis. On aurait pu ne pas. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur que moi j'aurais Emmanuel National. Pourquoi on manipule ton frère, il est ton ennemi? Pourquoi tu acceptes qu'il soit ton ennemi? Pourquoi tu ne prends pas le temps de l'esquiver et de lui expliquer que non, mon frère, on n'est pas ennemis? Je ne suis pas sûr que les nationalistes ont fait ça. Les nationalistes se sont résolus à combattre Ezokam. Au lieu de rééduquer Ezokam. Mais je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que, ok, Mbidaya ont combattu l'UPC. Ok, les colons ils ont tué Oumniobe. Ok, ils ont exécuté Ernest Wandi. Il a décapité Osenda Afana. Mais, est-ce que nous ne pouvons pas prendre la hauteur pour comprendre? Puisque ce même Aïdjo en 70, il se retourne contre la France. Il pose des actes clairs. Qu'est-ce qu'il fait à la France? Il nationalise EDC, ça devient la SONEL. On ne peut pas dire qu'un type qui a nationalité EDC qui devient la SONEL, notre Société nationale d'électricité, n'est même pas le Cameroun. Aïdjo quitte Air Afrique et crée la CAMER qui confie à Kodo. On ne peut pas dire qu'un type qui quitte Air Afrique était un truc où la France coloniale exploitait le Cameroun et les autres pays africains. Pour créer sa compagnie nationale prospère, on ne peut pas dire qu'un tel type n'aimait pas le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Donc, il aimait aussi le Cameroun, Aïdjo. Simplement, il a été, et bien il a signé les accords de coopération qui faisait que le colonisateur est responsable de nos ressources naturelles. C'est lui qui fixe nos clients et le prix. C'est lui qui fixe. On ne peut pas être ami à un autre pays, c'est lui qui a mis. C'était un faux truc. Mais ici, c'est en 59, en 60, quand on vient lui donner l'indépendance, comme une grâce qu'il ne voulait même pas, on va le chercher dans son Ezokam là. Pourquoi on n'a pas. En fait, on a raté de gérer la manipulation de nos frères contre nous. Est-ce que si vous êtes 10 d'un même père dans un quartier, le voisin qui vient, je ne sais pas trop faire quoi, vous opposer parce que votre père est affaibli ou il est décédé, est-ce que vous avez le droit de ne pas comprendre ça, de se mettre à bagarrer au point de tuer les uns les autres? Voilà ce que nous avons fait pendant 50 ans. Est-ce que cette guerre nous donne l'occasion de faire le point, et c'est la responsabilité que je voudrais donner à l'UPC, de refaire la vraie histoire, de rééduquer les Camerounais sur la vraie histoire et de leur demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que maintenant on rebâtit donc le Cameroun tel que nos pères fondateurs l'ont voulu? Parce que ce n'est pas comme ça qu'il a été bâti. Il a été bâti tel que les colons l'ont voulu, sur un modèle faux. Sur un modèle qui allait faire les problèmes à plein. C'est-à-dire un mauvais partage. Le mauvais partage, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Un mauvais partage qui fait que, par exemple, pour l'accès au pouvoir central ou présidentiel, un homme peut être candidat et arbitre, lui nomme l'arbitre. Il nomme et révoque et les quand il veut, mais en même temps il est candidat. Ça, ce n'est pas bien seul. Hein? C'est comme ça dans tous les pays africains francophones.
Hein? Or, il y a une manière de faire un élecam qu'aucun candidat ne contrôle. Il y a une manière. Il suffit de rendre son budget autonome. Il suffit de désigner les gens qu'aucun candidat ne peut enlever. Il suffit de désigner les gens qui n'ont pas de casserole sur 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur preuve sur 20 ans. Ils ont plus de 65 ans, ils travaillent, on ne peut pas les enlever, ils n'ont pas de casserole. Et pour les désigner, ils doivent être votés à la majorité simple. Par exemple, par un club, on va dire, un jury composé d'un membre de chaque parti représentant l'Assemblée. Si vous avez un élu comme ça, ce n'est pas un candidat qui l'a nommé. Il ne peut pas l'enlever. Il ne le paye pas. Comment un candidat va faire pour l'influencer? Il y a un moyen. Et c'est ce Cameroun-là qu'il faut rebâtir. Parce que le Cameroun que le colon a bâti, avec nos compatriotes manipulés, est un faux Cameroun qui ne tient pas sur la durée. Comme ils l'ont prévu, parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils avaient prévu, les pères fondateurs. Ils avaient dit, si vous faites comme ça, vous allez faire la guerre. C'est le cas.